C'est bon. Très bien. Merci, merci. Bonjour à tous. Donc Damien Docouteau, effectivement, je suis maître de conférence à l'Institut des sciences de la Terre de Paris, donc à Sorbonne Université. Et je remercie Goulven qui m'a invité à donner ce webinaire sur des travaux récents qu'on a publiés l'année dernière et où on s'est intéressé avec différents collègues de différents instituts que vous devez voir en bas. Donc il y a notamment le CEREG qui est situé à Aix-en-Provence et c'était beaucoup des collègues de l'IRSN qui était l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui depuis est devenu l'ASNR depuis le début de l'année, où avec ces collègues-là, on s'est intéressé depuis 2021 à une campagne de mesure et de caractérisation dans la plaine du Tricastin, qu'on voit ici à l'écran. La plaine du Tricastin qui est située en gros entre Montélimar et Orange, dans lesquelles il y a des installations nucléaires qu'on voit de manière évidemment très très faible ici sur cette image, avec les deux petites tours ici d'un site d'enrichissement. Et puis ce qu'on voit exactement ici à l'image, c'est voilà, le Mont Ventoux, au fond, pour vous donner un point de repère. Et donc, cette plaine ici, extrêmement plate, de la plaine du Rhône, qu'on appelle la plaine du Tricastin, qui est située à peu près à 50 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Il se trouve que dans cet endroit, depuis les années 2019, on s'est aperçu qu'il y avait des tremblements sismiques, donc des mouvements sismiques sous cette centrale nucléaire, qui étaient probablement dus, donc c'est un peu je vends un peu la mèche avant la fin, mais à un ancien canyon du Rhône qui est situé en dessous sa surface. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc en fait, il faut s'imaginer un paysage dans la vallée du Rhône qui devait ressembler plus ou moins à quelque chose comme ça, il y a pas loin de 6 millions d'années. Donc ça, c'est une image qui a été créée par les soins d'un de mes collègues de l'IRSN, Marc Cushing. Et depuis, en fait, on s'est un petit peu amusé avec l'intelligence artificielle à tenter de reproduire ce que pourrait être un environnement représentant une centrale nucléaire. Donc, on voit également ici, en proximité d'un canyon. Et donc, c'est probablement l'image que vous avez vue sur le flyer de ce webinaire qui tente de représenter ce qu'on pourrait s'imaginer d'un ancien canyon à proximité d'une centrale nucléaire. Donc, cette image est fausse, bien évidemment, je l'ai créée par intelligence artificielle, mais c'est un peu l'idée qu'il faut essayer de se représenter de ce qui devait se passer il y a à peu près 6 millions d'années. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail et je vais vous présenter un petit peu comment est née toute cette histoire. Et pour commencer, je vous montre d'abord une carte de l'aléa sismique en France métropolitaine. Donc cette carte, elle a été réalisée par différents services. Cette carte d'aléa sismique, elle est publiée depuis 2011, mai 2011, et elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Et vous voyez sur cette carte ici de l'aléa sismique en France métropolitaine que la majeure partie du territoire est couverte par des zones grises, dans lesquelles on voit que l'aléa est plutôt très faible, ou des zones très faiblement orangées, c'est-à-dire un aléa plutôt faible. Donc, dans la majeure partie du territoire, on n'a pas d'aléas sismiques très importants. En revanche, lorsqu'on se rapproche du sud, soit du sud de la France, à la frontière avec l'Espagne, évidemment, on a des risques qui sont en augmentation, là où vous avez la chaîne de montagnes des Pyrénées. Et lorsqu'on se rapproche du sud-est, on a aussi des aléas qui deviennent cette fois-ci modérés à moyens. On n'a pas d'aléas forts en France métropolitaine pour ce qui est de la sismicité. Ce qui est très important, c'est ensuite de comparer cette carte de la sismicité à, par exemple, la carte géologique de France à l'échelle du million. Et en fait, on se rend compte sur cette carte géologique de France, même si on n'est pas habitué aux couleurs, que la plupart du temps, les zones d'aléas sismiques modérés à moyens se retrouvent là où on a des présences de chaînes de montagnes. Donc ici, par exemple, le massif armoricain, qui est une chaîne de montagne malgré tout ancienne, mais dans laquelle il y a un aléa sismique faible, la chaîne des Pyrénées au sud, les Alpes, et ici, la partie des Alpes qui est reliée avec toute une zone qu'on a le long de la faille de la Durance, qui est une zone relativement active dans le sud-est de la France. Donc, la géologie et l'aléa sismique, il y a un vrai lien de cause à effet. Maintenant, ce qui est très intéressant, sur la carte de droite de l'aléa sismique, ici, je vais représenter plusieurs données. Les points que vous voyez avec les triangles violets, ce sont les sites nucléaires, les installations nucléaires françaises. Le rond qui est à côté, c'est ce qu'on appelle une zone tampon de 50 km. En fait, c'est les zones autour desquelles l'aléa et le risque doivent être évalués autour des centrales nucléaires. Et puis, tous les traits que vous voyez ici, ce sont certaines de ces grandes structures qu'on voit sur la carte géologique au milieu. Ce sont les failles. Et certaines de ces failles sont actives lorsqu'elles sont en rouge, durant le quaternaire, et d'autres étaient actives un peu avant, ou supposées actives encore aujourd'hui. Entre guillemets, il faut relier donc ces failles à l'aléa sismique. Et ce qui est très intéressant dans cette partie du sud-est de la France, que j'ai entourée ici en rouge, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une forte concentration d'installations nucléaires dans la vallée du Rhône ou à proximité de la vallée du Rhône, exactement à l'endroit où l'aléa sismique est modéré à moyen.
Ce qui veut dire qu'il y a une évaluation à faire de tous ces sites nucléaires français et qui a été instiguée au tout départ par l'IRSN. Donc voilà, donc ces failles rouges que je vous disais tout à l'heure, ici, elles sont quaternaires, c'est-à-dire d'âge actuel, elles sont supposées actives. Les bleues, elles ont des jeux qui sont un petit peu déterminés. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces installations nucléaires du sud-est de la France, elles sont situées dans une zone d'aléa modérée à moyen, et donc l'évaluation de tous ces sites doit être effectuée. Les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui proviennent d'une étude qu'on a réalisée sur un site nucléaire ici. Donc là, vous voyez, dans la vallée du Rhône, là, il y en a 3 qui sont alignés. Et on a travaillé en fait sur celui qui se trouve au milieu, qui est le site de Tricastin. Il est entouré par une faille en bleu ici, qu'on verra tout à l'heure sur une carte géologique, qui est très connue, qu'on appelle la faille des Cévennes, et par une faille ici plus rouge, donc qui a été active récemment, qu'on appelle la faille de Nîmes, les réseaux de la faille de Nîmes. Donc en fait, il est entouré par 2 failles, vous voyez, qui ont une orientation plus ou moins nord-est-sud-ouest, et ces failles, on sait qu'elles étaient actives récemment. Non seulement ces failles étaient actives, mais maintenant je vais vous montrer une carte sur laquelle on zoome exactement sur la zone d'étude. Donc vous voyez la ville de Montélimar qui est ici. Vous avez la faille des Cévennes ou le réseau de la faille des Cévennes qui est ici au nord-ouest de la carte. Et tous les points que vous avez sur cette carte vous représentent la sismicité. La couleur des points est fonction de l'intensité du moment sismique. Et vous avez en plus des chiffres ici, ou des nombres plutôt, qui vous montrent les occurrences, c'est-à-dire les années. Et ce qu'on se rend compte, c'est que vous avez ici les petits polygones qui vous montrent les installations nucléaires. Vous avez celle de Cruas qui est au nord de Montélimar, celle de Tricastin qui est donc dans notre zone d'étude, et au sud, vous avez celle de Marcoule. Vous voyez qu'elles sont quasiment alignées ici. Et donc, ces installations nucléaires, elles sont situées à proximité de séismes historiques reconnus. Vous voyez, vous en avez dans les années 1930 à peu près. Il y en a eu plusieurs en 1930, il y en a eu plusieurs dans la fin des années 1870, etc. Et donc, ces séismes-là, ils ont une récurrence plutôt faible, en moyenne plutôt faible. On est entre 30 et 100 ans de récurrence sismique. Sauf qu'en 2019, il y a eu un séisme beaucoup plus important, qui est le séisme du Teil, d'une magnitude évaluée aux alentours de 5 sur l'échelle de Richter. Donc c'est ce gros point qui est ici, qui est en 2019. Et ce séisme du Teil, il a un petit peu rebattu les cartes de la sismicité dans le sud-est de la France, parce que cette zone qui était connue pour être modérément sismique a quand même eu un gros tremblement suite à ce séisme. Ce séisme, il a eu pour conséquence, évidemment, de faire bouger tout un tas de sismomètres qui étaient situés à proximité des installations nucléaires. Alors, vous avez ici représenté sur cette carte, avec une topographie relativement basse, la plaine du Rhône de Tricastin, qui se situerait ici. Et puis là, vous avez représenté avec des reliefs ce qu'on pourrait imaginer border la vallée du Rhône sur sa face est, et ici border la vallée du Rhône sur sa face ouest. Il n'y a pas de détails sur la géologie pour le moment. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y avait à cette époque-là, juste avant le séisme du Teil du 11 novembre 2019, un sismomètre qui avait été installé ici sur les monts de la gare d'Adémar, je vous montrerai la carte juste après, et un sismomètre qui était situé à proximité de la centrale. Je crois même d'ailleurs qu'il était sur le périmètre de la centrale. Lorsque le séisme a eu lieu, vous avez le sismomètre ici qui est situé sur les montagnes, proche de la gare d'Adémar, qui a eu des tremblements relativement faibles, d'intensité faible, et qui n'a pas duré très longtemps en termes de minutes. Vous avez ici les minutes avec les secousses, donc on est des secousses très modérées, entre 0 et 5 minutes à peu près. En revanche, les sismomètres qui étaient proches de la centrale, eux, ont tremblé beaucoup plus fort et beaucoup plus longtemps. C'est ce qui a fait dire aux géologues et aux géophysiciens qui travaillaient dans cette zone qu'il y avait quelque chose qui se passait sous la plaine du Rhône pour que ces ondes sismiques ici, elles s'amplifient. C'est un phénomène qui est relativement connu depuis quelques années, qu'on appelle un effet de site. Et je vais maintenant vous montrer à quoi est dû cet effet de site dans la vallée du Rhône. Alors, on va parler un petit peu de géologie, et nous, en géologie, on aime bien réfléchir en carte ou en coupe, en log. Donc, sur la gauche de mon écran, vous avez la carte géologique. Elle est relativement, elle est simplifiée déjà, mais en fait, elle est relativement complexe. Donc, je vais vous présenter les principales formations géologiques. Et sur la droite, vous avez ici un log, c'est-à-dire l'empilement des séries sédimentaires qui affleurent sur cette carte. Et là, je vous ai mis à côté l'échelle des temps géologiques avec les âges principaux. Pour faire simple, sur tout le plateau ici qu'on appelle le Saint-Remez, donc on est à proximité de la grande faille des Cévennes, que je pointe ici en rouge, le séisme du Teil étant situé là où vous avez l'étoile rouge tout en haut, et bien sur tout ce plateau de Saint-Remez affleurent des roches d'âge barémien, voire apsien. Donc la base du barémien, c'est à peu près 125 millions d'années. Et ces roches, ce sont des calcaires
qu'on appelle les calcaires arudistes, qui sont relativement durs. J'ai mis une petite étoile ici, car je vais vous les montrer sur la diapositive juste après. Et puis, sur la partie est de la plaine de Tricastin, on a des roches ici aux alentours du Chaux, de Mondragon, qui sont des roches crétacées également, mais on n'est pas dans le crétacé dit inférieur, on est plutôt dans le crétacé supérieur. Et ce sont des roches qui sont plutôt des grès, voire des calcaires, qui contiennent certains types de minéraux. Et toute la partie nord-est de cette carte géologique ici nous montre des roches qui sont plutôt d'âge paléogène à néogène, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des roches oligocènes ou miocènes. Et je vais vous montrer une photo ici des grès qu'on trouve sous le château de Grignan. Alors, la centrale de Tricastin, la centrale nucléaire de Tricastin, est située juste ici. C'est ce périmètre ici qui est assuré. Je reviendrai sur cette carte plus tard pour vous montrer pas mal de choses, notamment les structures, parce que je vous ai parlé ici de la faille des Cévennes. Et puis, on se rend compte qu'il y a d'anciennes failles. On pense aujourd'hui qu'elles sont pas si anciennes que ça, mais il y a des failles ici qui représentent des chevauchements et des failles normales dans l'anticlinal de Mondragon. Donc, en fait, je vais rester sur cette carte géologique là, encore quelques minutes, pour vous montrer quelque chose. La première chose que je vais vous montrer, c'est à quoi correspondent ces roches ici, qui affleurent en surface sur le plateau de Saint-Remez et dans les gorges de l'Ardèche. Ces roches, les voici, ce sont des calcaires qu'on appelle de l'urgonien. Ce sont des roches qui sont relativement dures, elles sont solides évidemment. Vous voyez la rivière ici qui creuse un méandre à l'intérieur de ces gorges. Eh bien, ces gorges-là, les gorges de l'Ardèche, on pense aujourd'hui en fait qu'elles ont été creusées en partie il y a presque 6 millions d'années. Et que depuis ces 6 millions d'années, en fait, elles n'ont cessé d'être impactées par les hausses et les chutes du niveau marin. Donc, j'ai pas le temps de vous détailler toute cette histoire, mais sachez qu'à l'intérieur de ces gorges de l'Ardèche, il y a différents types de grottes qui sont visitables. Ces grottes, elles font partie d'un grand système qu'on appelle des karstes. Et certains de ces niveaux, l'altitude de ces karstes, en fait, est à mettre en relation avec tous les événements qui se sont passés il y a presque 6 millions d'années, que je vais vous détailler juste après. Donc, cette figure, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les roches du Crétacé lorsqu'on les voit dans le paysage. Ce sont vraiment des paysages magnifiques. Je passe des gorges de l'Ardèche à Grignan. Donc, Grignan, ici, on est au nord-est de ma carte géologique. Et ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 2 semaines, exactement. On était en mission de terrain là-bas. Vous avez ici une photo des sables. Ce sont des grès, donc c'est des formations qui contiennent beaucoup de grains de quartz, de la taille de sable. Ce sont des grès qui sont du Miocène. Ils ont presque 15 millions d'années, ceux-là. Voilà. Et donc, ces roches-là, elles sont assez typiques de ce qu'on retrouve dans le paysage ici, du côté de Grignan, voire même jusqu'à la colline qu'on appelle Saint-Restitut, qui est située ici, juste en hauteur de la centrale nucléaire de Tricastin. Donc ça, ce sont les roches qui affleurent, c'est celles qui sont dans les zones montagneuses. Je vous rappelle donc la station qui enregistre un mouvement sismique mais relativement faible et pas très long, elle se situe ici, donc sur des roches relativement dures à l'affleurement, et celles qui ont beaucoup bougé se trouvent ici dans la plaine de la vallée du Rhône, qui aujourd'hui est une plaine qui est recouverte d'alluvions de la vallée du Rhône. C'est-à-dire ce sont des terrasses faites de galets et de graviers. La vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais retrouver du coup en dessous? Pourquoi est-ce que mon mouvement sismique, il a une amplitude aussi forte et il a duré aussi longtemps comparé aux stations qui sont, elles, situées un peu en hauteur? Et donc, pour ça, il va falloir aller se poser la question de qu'est-ce que je retrouve sous ma plaine du Tricastin et pourquoi le mouvement sismique a été aussi fort. Donc, lorsqu'on se place dans la plaine du Tricastin, sous le Quaternaire, on ne voit pas grand-chose. Mais lorsqu'on va regarder les roches qui affleurent dans les petites vallées, sur les bords de la plaine du Tricastin, on aperçoit des formations qui ici sont notées avec une couleur violacée. C'est du Pliocène, donc ce sont des roches qui sont plus jeunes que 5 millions d'années. Et on sait que ces roches ici, elles sont topographiquement un peu plus basses que le Crétacé, c'est-à-dire qu'elles se sont déposées alors que le Crétacé était déjà à l'air libre. On sait qu'à cette période-là, il y a eu un événement paléoclimatique extrêmement important dans la Méditerranée qu'on appelle la crise de salinité messinienne. Il se trouve qu'il y a presque 6 millions d'années, la Méditerranée s'est retrouvée déconnectée de l'océan mondial, notamment par l'Atlantique ici. Elle était plus connectée aux variations du niveau marin, et donc en fait, elle s'est retrouvée en partie asséchée. Lorsque le niveau marin de la Méditerranée il a baissé, il se trouve que les fleuves ont eu, eux, une réponse morphologique. Si vous baissez le niveau marin, les fleuves ils vont avoir une tendance à creuser de plus en plus dans les terrains. C'est ce qui s'est passé pour le Rhône, mais pour beaucoup d'autres. C'est ce qui s'est passé pour le Nil, etc. On va s'intéresser au cas du Rhône qui, lui, a donc dû creuser intensément les roches qui étaient à l'affleurement pour aller se jeter dans la mer qui, elle, était beaucoup plus bas. Donc, à ce moment-là, il a creusé des gorges et des canyons dans les roches qui étaient ici, notamment dans le Crétacé et dans les autres roches.
Il faut s'imaginer à l'époque une image un peu comme celle-ci. Donc là, on est sur un canyon qui est dans le Colorado. J'aurais pu choisir d'autres images, mais là, vous voyez dans le Colorado, donc des plateaux de roches relativement élevés et une rivière qui coule en son centre et qui a l'air relativement forte et qui va creuser petit à petit un canyon assez profond. Donc cette image-là, cette observation aujourd'hui dans un canyon qui existe bien dans le Colorado, il faut l'imaginer il y a presque 6 millions d'années dans la mer Méditerranée. Et en fait, dans les années 2000, il y a déjà des travaux qui se sont intéressés à modéliser ce canyon. Et en fait, ici, on se rend compte que là, on est donc dans le golfe du Lion. On a réussi à retrouver la trace de ce canyon par différentes méthodes, dont je vais vous parler après. Et on voit que ce canyon ici, il remonte la vallée du Rhône, il la remonte, il la remonte, il la remonte. Il va même après Lyon. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va se concentrer sur cette zone, la zone de Tricastin, parce que dans cette zone-là exactement, on sait qu'il y avait un canyon sous la plaine du Tricastin, mais on ne savait pas exactement quelle était sa profondeur et quelle était sa géométrie. Donc, ce canyon, ça c'est la même image que je vous ai montrée tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on rajoute la géologie en dessous. On sait donc qu'il y a un canyon ici, qui a été rempli de sédiments. Ce canyon, il a une origine paléoclimatique, il est dû à la chute du niveau marin il y a presque 6 millions d'années. Et aujourd'hui, les ondes sismiques qui vont arriver dans ce canyon, elles vont subir ce qu'on appelle un effet de site, c'est-à-dire que lorsqu'elles vont rentrer dans les roches qui remplissent ce canyon, elles vont avoir une tendance à rebondir. Elles vont rebondir sur les bords du canyon et elles vont rebondir dans les roches qui sont à l'intérieur ici de ce canyon. Parce que je vais vous montrer que les roches qui sont là, en fait, elles ont une lithologie, elles sont d'origine différente des roches du Crétacé, par exemple, les calcaires qu'on voyait ici. Donc il nous faut connaître la géométrie exacte de ce canyon et par quoi il est rempli. Pour connaître la géométrie exacte, on n'a pas le choix, il faut faire des études profondes. Donc on a eu accès à différents types de données. Sur la gauche, vous avez encore une fois la carte géologique que je vous ai présentée tout à l'heure, avec cette fois-ci des lignes ici, roses. Et ces lignes roses, ce sont des profils sismiques qui ont été acquis par une méthode de sismique réflexion. La sismique réflexion, vous plantez dans le sol ce qu'on appelle des géophones et vous faites vibrer la terre, la plupart du temps avec des camions vibreurs, comme c'est sur cette image-là. Les vibrations acoustiques vont se propager dans le sous-sol et lorsqu'elles vont rencontrer des roches qui ont un comportement mécanique différent, elles vont rebondir et remonter à la surface. Du coup, on va pouvoir enregistrer dans ces géophones le temps qu'a mis l'onde pour descendre jusqu'à l'interface géologique, une différence mécanique, et remonter en surface. Donc, on a donc des profils sismiques comme ça dans toute la vallée du Rhône, et je vais vous en montrer deux ou trois. Et on a également des données de forage. Ces petits symboles que vous avez ici, qui ressemblent à des cibles noires, ce sont des forages. Certains de ces forages ici nous prouvent qu'on a bien des roches d'âge pliocène, comme on le voit sur cette image, des roches d'âge pliocène, tout ce qui est dans ces couleurs violacées, bleu, jaune et orangé, ce sont des roches qui sont relativement jeunes, très jeunes, elles ont moins de 5 millions d'années, et elles sont au contact ici de calcaires qui ont presque 60 millions, un peu plus de 80 millions d'années. Donc on a vraiment quelque chose qui se passe sous cette plaine. Voilà ici l'image d'un profil sismique. Je vais vous en montrer un en détail. C'est le profil sismique qui s'appelle P4, c'est le nom du profil. Il a été acquis ici, vous voyez, dans le sud de la plaine du Tricastin. C'est le trait rouge sur ma petite carte en haut. Et donc, toutes les lignes noires que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des réflecteurs. Les lignes grises aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des réflecteurs. Lorsque vous avez une ligne noire ou une ligne grise, ça veut dire que votre onde acoustique en profondeur, soit elle s'accélère, soit elle décélère. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à chaque fois que nous voyons des réflecteurs, ça veut dire qu'on a une roche en profondeur qui a un comportement mécanique un peu différent, qui fait soit accélérer, soit décélérer les ondes acoustiques. Et ce qui est très important aussi de noter là, c'est que la profondeur que je vois ici sur la gauche de mon diagramme, c'est pas une profondeur réelle, c'est une profondeur qu'on appelle en temps double. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est représenté ici, c'est le temps d'arrivée des ondes qui ont été réfléchies. Ce que je montrais sur le graphique précédemment, c'est que l'onde, il faut qu'elle descende, touche un horizon et remonte en surface. Donc cette ligne, elle est située ici, sous la plaine du Tricastin. On voit la ligne noire en haut que je pointe, c'est le niveau topographique. Donc on voit que la topographie est relativement plane. On est à peu près à 50 mètres au-dessus du niveau marin. Le niveau zéro ici serait l'équivalent du niveau de la mer, à Marseille. Donc c'est vraiment l'altitude zéro. Et ce qu'on voit sur cette image, ce sont donc des paquets de réflecteurs qui ont des géométries particulières. La première chose qu'on a notée, nous, c'est qu'on avait l'impression que ces réflecteurs qui sont situés ici, là, sur la droite de l'image, ils venaient s'interrompre, ce qu'on appelle des overlaps en anglais, ils venaient s'interrompre et appuyer sur quelque chose qui avait une signature différente. On en a donc retrouvé ici, et on en a retrouvé ici également. Ça nous a permis donc de tracer, on a suivi en fait la trace de ces overlaps,
et on l'a suivi sur tous les profils sismiques. On s'est aperçu aussi que les roches qui étaient en dessous, il y avait des paquets de roches qui ont des signatures géophysiques particulières. On voit ici des réflecteurs qu'on ne suit pas très bien, plutôt transparents, et puis là, on a 1, 2, 3 gros réflecteurs gris, vraiment très importants. Ces réflecteurs gris, on peut les suivre relativement bien d'un côté à l'autre du profil. Au-dessus, il semblerait qu'on ait une autre unité qui a à peu près le même comportement. Des réflecteurs qu'on ne suit pas très bien, plutôt transparents, et au sommet des réflecteurs encore plus forts, et rebelote encore une fois. Donc on a 3 grandes séries ici. Ce qu'on a fait, on a utilisé les fourrages, on a regardé la géologie locale, on a regardé exactement quel type de roche on avait en profondeur, si ces roches étaient plutôt dures ou si ces roches étaient plutôt molles, et en fait, ça nous a permis d'interpréter le profil sismique. Les roches qui affleuraient tout à l'heure, que je vous ai montré dans les gorges de l'Ardèche, c'est ce qu'on appelle l'urgonien, c'est très probablement ces paquets de réflecteurs ici qui sont très épais. Ça veut dire que les roches sont très dures en profondeur. Au-dessus, on a d'autres âges. Là, je vous passe les détails. Ce sont des âges géologiques locaux, le vraconien, le gargasien, etc. Donc, ici, on est aux alentours de 125 millions d'années, et là, on n'est pas loin de 80 millions d'années. Et puis, cette petite surface en rouge, là, que j'ai pointée, c'est cette surface le long de laquelle on voyait tout à l'heure des séries sédimentaires qui venaient se biseauter au contact de ce truc-là. Eh bien, ce qu'on est en train de montrer, c'est que ce contact rouge, ce qu'on appelle la surface d'érosion messinienne, ou le MES en anglais, c'est cette grande surface d'érosion qui a eu lieu lorsque le Rhône a creusé un canyon il y a presque 6 millions d'années, entre 5 et 6 millions d'années. Donc, il faut imaginer que le Rhône qui coulait au fond de sa vallée, en fait, il devait être ici tout en bas. Aujourd'hui, il est ici. Le Rhône, en fait, il est là. Il est à 50 mètres d'altitude, là, et il coule dans une plaine relativement plate. Ça, c'est sa position actuelle au quaternaire. Il faut imaginer qu'il y a presque 6 millions d'années, il était là, tout au fond de ce grand canyon. Une sorte de grand canyon caché sous la plaine du Tricastin. Je vous passe les détails, mais tout le remplissage ici, au Pliocène, est composé de plusieurs unités. Certaines de ces unités ont des réflecteurs qu'on suit assez bien. Certaines de ces unités, celle qui est la plus profonde ici en gris, possèdent des réflecteurs qui nous montrent que les séries sont remaniées, comme si c'était une avalanche de débris en profondeur. Donc le fond du canyon est rempli par une sorte d'avalanche de débris. On retrouve certains de ces débris aujourd'hui en surface. Et puis ensuite par différentes séries sédimentaires, certaines correspondant à des grès, certaines correspondant à des limons, certaines correspondant à des lignites, une sorte de petits niveaux de charbon. Voilà, donc ici on a la position du Paléorhône et on a été capable de calculer l'épaisseur que ça représentait en temps double, en millisecondes. C'est le temps qu'a mis l'onde pour aller jusqu'au fond du canyon et remonter. L'avantage qu'on avait avec cette ligne-là, c'est qu'une boîte française qui s'appelle le CDP, j'ai mis le logo tout à l'heure sur ma première diapo, a pu transformer cette ligne pour passer du temps en vraie profondeur. Et là, vous avez la même ligne sismique, la même image que je vous ai montrée précédemment, sauf que cette fois-ci, la profondeur qui est notée ici, c'est bien une profondeur en mètres. Et donc, on a pu corroborer la profondeur exacte du canyon, qui est située à peu près à 700 mètres de profondeur, ici, juste au bout de la ligne sismique. Donc, sous Tricastin est situé là où je l'entoure avec mon petit pointeur rouge, la site nucléaire de Tricastin est situé juste au-dessus d'un canyon qui fait entre 600 et 700 mètres de profondeur à cet endroit-là. Ce qui explique pourquoi les ondes sismiques, elles rebondissent à l'intérieur et font trembler la Terre plus intensément au-dessus du canyon qu'au-dessus des roches plus dures. On a suivi donc ce canyon qui est symbolisé ici sur différentes lignes sismiques. Je vous ai montré 3 très rapidement. Celle qui est en orange, qui est la première. Je vous en montre une autre en vert après et une en bleu. Et vous allez voir que la profondeur du canyon, elle évolue vers le nord de Tricastin. Donc là, la centrale est ici, on est juste au nord. On a une profondeur d'un ancien canyon qui est à peu près à 480 mètres de profondeur. Tout Tricastin n'est pas loin des 700 mètres de profondeur. Et lorsqu'on se déplace vers le sud, on a même eu une découverte super importante. On a découvert un canyon qui fait environ 620 mètres de profondeur et qui n'est pas dû au Rhône, mais qui est dû, en fait, il est situé ici sur ce profil en bleu, il est dû à l'ancienne Ardèche. C'est-à-dire que l'Ardèche, elle ne creusait pas uniquement des gorges là où elle les a creusées, on les voit aujourd'hui, elle a aussi creusé un canyon très profond. Et ce canyon très profond ici, il rejoint le Rhône plus au sud. Donc une fois qu'on a utilisé toutes ces données sur la sismique, sur les profils sismiques, on les a interpolées pour avoir une image en 3 dimensions du canyon. Et c'est cette image-là que je vous présente ici. L'image que vous avez devant vous, elle vous représente les différents profils sismiques qui sont représentés en noir, ce sont les lignes que nous avons utilisées.
Et on voit maintenant un canyon ici qui parcourt la plaine du Tricastin sur sa bordure orientale. Je rappelle que le Rhône aujourd'hui coule sur la bordure occidentale. Donc l'ancien Rhône, le paléo-Rhône messinien coulait sur la bordure orientale, avec des profondeurs qui peuvent atteindre les moins 600, moins 700 mètres de profondeur par rapport au niveau zéro. C'est vraiment une paléo-altitude qu'on a reconstruite. Donc on voit ici la paléo-altitude du Rhône, et on voit qu'il y avait un canyon qui sortait des gorges de l'Ardèche, qui a creusé aussi des gorges profondes, un canyon profond, et que les deux devaient se rejoindre probablement au sud de la plaine du Tricastin. Je dis probablement parce que on continue à travailler sur cette surface, on continue tellement à travailler dessus qu'aujourd'hui, en fait, on pense que les deux canyons se rejoignaient probablement au nord, mais peu importe. Et ici, vous avez une deuxième vallée avec un autre canyon encore plus important, plus au sud, un deuxième canyon très étroit, qui lui aussi est situé juste en dessous d'une autre installation nucléaire qu'on appelle le site de Marcoule. Par comparaison, la carte que je vous avais montrée de la fin des années 2000, en 2009, vous avez l'interprétation du canyon à l'époque. À cette époque-là, en fait, on s'imaginait que le canyon messinien n'était pas très profond. Il atteignait des profondeurs entre 2 et 300 mètres sous la plaine du Tricastin. Et surtout, on ne savait pas exactement où il était situé. Donc, nous, nos travaux ont permis plusieurs choses. D'abord, ils ont permis d'approfondir la profondeur du canyon et de le montrer en 3 dimensions. On a montré que le Rhône, le Paléo-Rhône et la Paléo-Ardèche avaient une confluence au sud de la zone d'étude. Et d'ailleurs, on a aussi mis en évidence qu'il y avait une petite île ici qu'on appelle l'île de La Palue, qui devait probablement séparer les deux fleuves, une paléo-île en fait, qui devait probablement séparer les deux fleuves. Et donc cette étude, elle a montré les raisons pour lesquelles les ondes sismiques, lorsqu'elles arrivent dans la plaine du Tricastin, elles tremblent beaucoup plus fortement sous la centrale de Tricastin, que vous avez ici à l'image, et que si elles tremblent plus fortement, c'est dû à la présence de ce canyon rempli de roches relativement molles en profondeur. Et donc, connaître la géométrie de ce canyon, connaître son remplissage, c'est des travaux qui sont extrêmement importants pour pouvoir, je dirais pas prédire l'amplification des ondes sismiques, même si c'est des travaux qui sont en cours, mais au moins pour pouvoir aussi dimensionner les futures installations, notamment nucléaires, qui devraient avoir le long de la vallée du Rhône, parce que ça aura une importance particulière. Je vais vous remercier de votre attention et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe avec qui on a été sur le terrain. Donc là, on est au milieu des vignes, vous voyez, c'est un paysage qui est plutôt agréable. Là, la photo du fond d'écran ne vient pas de là, bien évidemment. Et donc, c'est un travail collaboratif, ça s'est fait avec de nombreuses personnes. On travaille, nous, sur ce sujet à l'université depuis 2020. C'est 2020, c'était déjà pendant les premiers confinements du Covid. Donc, ça commence à remonter. Et c'est des travaux qui sont toujours en cours et qu'on continue. Voilà, j'étais encore sur le terrain il y a 2 semaines. On continue à travailler sur ce sujet pour améliorer nos connaissances sous les centrales nucléaires. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup Damien. C'était vraiment très très intéressant. On va laisser un petit peu de temps Oui. aux personnes si elles souhaitent écrire quelques questions ou bien si vous avez envie d'allumer votre micro et de poser la question directement à Damien, n'hésitez pas surtout. Moi j'ai une question Damien, peut-être que ça citera ça fera arriver les suivantes. Du coup, est-ce qu'on sait déjà, est-ce que tu sais déjà comment est-ce que ces données seront utilisées dans le cadre de la prévention des risques autour de la station, autour de la centrale? Est-ce qu'il y a déjà comment est-ce qu'on les utilise ensuite ces données-là pour améliorer la prévention qu'on fait autour de ces centrales? Depuis qu'on a produit cette surface en 3 dimensions, il y a des géophysiciens qui ont travaillé, il y a déjà des papiers, des articles qui sont parus dans la littérature, où les géophysiciens essayent de propager des ondes à l'intérieur de ce canyon, évidemment rempli de ces sédiments, pour voir quelle est la réponse sismique en surface. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réaliser des études. Encore une fois, on n'est pas sur de la prédiction de tremblement de terre, etc., mais c'est de voir en fonction de la polarité des ondes, en fonction de l'intensité des ondes, quelle sera la réponse des roches en surface et quelle sera la réponse du sol, exactement. C'est ça qu'ils cherchent à comprendre. Et depuis 2019, ça a vraiment commencé très récemment finalement, et les travaux dont je te parle ont été publiés là en décembre 2024, je crois. Donc c'est vraiment, vraiment très récent. Ok, merci. Il y a une question dans le chat, donc c'est Robin Guenoum qui
demande sur la dernière diapositive l'île messinienne qui sépare les Oui. deux paléocagnols. Est-ce que c'est un relief topographique ou alors elle fait partie de la plaine du Tricastin? Aujourd'hui, elle est cachée sous la plaine du Tricastin. Et on la voit en fait ici. Vous voyez ce sommet topographique qui est ici, mais qui est caché par un fin liseré. Ici, il est presque affleurant. Il est caché par un très 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 fin liseré de Pliocène et de Quaternaire. Donc elle est quasiment affleurante ici, du côté de la Palue. Donc elle est sous la plaine du Tricastin. Encore. C'est pas un relief topographique dans la plaine, mais on sait qu'elle est vraiment très 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 proche surface. On le sait parce qu'en fait, on a des forages ici qui ont retrouvé sous le Quaternaire directement du Crétacé, sans passer par le Pliocène. Donc il y a des endroits où on sait qu'il n'y avait pas de canyon a priori parce qu'on avait cette sorte d'île qui devait séparer les deux massifs, les deux rivières ici. Voilà. Donc elle est juste sous la plaine du Tricastin, mais elle est presque affleurante. Ok, merci. Et Robin qui demande donc ensuite, pourrait-elle être un site de choix pour l'emplacement d'un futur site nucléaire? Alors d'un point de vue purement théorique, elle pourrait. Euh, mais le problème, c'est qu'ici, les périmètres sont déjà utilisés par des petites villes et je pense la localisation de l'île de la centrale de Tricastin, je vais vous montrer exactement pourquoi elle est là. C'est quelque chose que j'ai passé un peu vite au départ, mais je vais remonter à la première carte. Voilà. Le Rhône actuel, je le pointe ici avec mon pointeur, donc il va sur le flanc occidental de la plaine. Et pour refroidir cette centrale nucléaire, en fait, il y a un canal qui existe ici, qui est ce qu'on appelle le canal de Donzère, Mondragon, parce qu'il part de Donzère et il arrive jusqu'à Mondragon. Et donc, c'est un canal évidemment fait par l'homme et qui sert aujourd'hui à refroidir la centrale. Donc, si vous déplacez la centrale de son emplacement actuel pour aller vers la Palue, eh bien, il va falloir trouver un autre moyen de la refroidir. Et donc, ça poserait, je pense, quelques soucis. Regardez bien l'empreinte aussi. L'empreinte du territoire des sites nucléaires de la région sont presque aussi grands que l'empreinte du territoire potentiel de toute l'île, enfin, de toute cette paléo-île, pardon, de la Palue. Alors ensuite, il y a les futurs sites nucléaires avec les EPR qui sont prévus sur le Rhône. Donc, on pourrait effectivement s'interroger de l'endroit où ils vont être construits. Et je pense qu'il y en a un dans cette région, quand même. Ok, merci beaucoup Damien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des personnes qui veulent prendre la parole directement en allumant leur micro? Bon, moi j'ai une autre question, donc je vais la poser. Est-ce qu'ensuite il y a un travail qui est fait pour essayer de quantifier un peu l'impact de ces sédiments de remplissage du canyon, par exemple les sédiments les plus anciens, et puis ceux qui seraient plus récents, qui sont plutôt des sédiments Rhône actuel, quoi, tout ce qui va être vraiment subquaternaire. Est-ce qu'on sait, est-ce que ça, parce que bon, je sais pas, cet effet de site, est-ce qu'on arrive à dire à combien de pourcents il est dû à ce remplissage de canyon et à combien de pourcents il est dû à juste des sédiments quaternaires très récents, plus Ouais. actuels, quoi. Oui, les géophysiciens sont capables de dire ça. En fait, je pense que là, le problème de l'effet de site vient vraiment du remplissage pliocène du canyon parce que Ouais. le quaternaire est très peu épais. Hmm. Le quaternaire est très peu épais et ça reste quand même des roches meubles, entre guillemets. Le pliocène, ça reste encore ça reste des roches qui sont durcies, d'accord? Par abus de langage, on appelle ça des roches molles parce que ce sont des roches sédimentaires qui sont pas très compactées par le temps. Donc on appelle ça des roches molles. Mais en fait, c'est vraiment à l'intérieur du canyon et à cause du remplissage du canyon que ça rebondit. Alors, il faut savoir que les effets de site, par exemple, c'est pas né en France dans la vallée du Rhône, d'accord? Ça est connu par ailleurs sur d'autres installations nucléaires d'ailleurs dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est connu. C'est rarement dû, à mon avis, au quaternaire, qui est trop peu épais ici pour expliquer l'amplification des ondes de cette manière-là. Parce que là, non seulement les ondes sismiques, elles ont été amplifiées, l'amplitude était plus forte dans la centrale que juste ici sur les contreforts à l'est, mais non seulement c'était plus fort, mais en plus ça durait beaucoup plus longtemps. Comme si le séisme, le tremblement continuait de rebondir à l'intérieur du canyon, alors que sur les bords du canyon, sur les roches du Crétacé dures, les calcaires, le séisme se ressentait plus du tout déjà. Ok. Merci beaucoup.
Je relaisse un petit temps s'il y a des personnes dans le chat qui veulent soit écrire, soit prendre la parole. Sinon, moi, il me reste encore une troisième question, à vrai dire. Alors, moi, je me demandais si est-ce qu'on a identifié des canyons similaires dans le bassin parisien, par exemple, sous nos pieds, dans tout le bassin, on a des choses, on a fait suffisamment de sismiques un peu partout dans le bassin pour identifier des canyons comme ça et ouais, évaluer la position de cours d'eau, paléocène, je sais pas trop, dans le bassin. Dans le bassin de Paris, je ne connais pas de canyon, pas de cette amplitude-là. L'événement messinien qui est méditerranéen, il a creusé des vrais canyons sur tout le pourtour méditerranéen. Donc en France, par exemple, dans le Roussillon, il y en a aussi. Il y en a des canyons messiniens qui sont connus, qui sont remplis du Pliocène également. Mhm. Il y a le canyon de la Durance aussi, par exemple, qui est connu. Mais dans le bassin de Paris, On pourrait en avoir aussi à un moment donné où on a eu parce que moi, il était sous l'eau au moment où il y a eu le retrait de l'eau et on pourrait imaginer qu'il y aurait pu en avoir, non? De manière voilà, il y a assez. sûrement eu il y a des chenaux qui ont été creusés, ça c'est sûr. Ah ouais, Mais ça ok, c'est ne plus pas des ça. canyons parce que l'amplitude de la chute était bien moins importante que ce qu'on a vu en Méditerranée. Hum, ok. Là, l'amplitude de la chute en Méditerranée, on parle aujourd'hui de 900 à 1200 mètres Hum, de chute rapidement, en moins de 300 000 ans. Donc c'est vraiment quelque chose auquel les fleuves ont dû répondre de manière vraiment brutale. ouais, d'accord. Que les chutes du niveau marin qui sont plus lentes, comme celles qu'on voit dans le bassin de Paris, les fleuves creusent probablement des vallées, mais probablement pas des canyons de cette amplitude. Là, je vous ai dit, le canyon sous Tricastin, il fait 700 mètres, presque 800 mètres au sud, vers Marcoule, ici. Donc là, il y a un forage qu'on appelle le Codolet. Et on sait, par exemple, qu'en Camargue, le fond du canyon, il est à presque 1000 mètres, déjà. Mhm. Donc c'est beaucoup. Ok, ok, ok. Ok, ça marche, merci. Il y a une nouvelle question dans le chat, donc c'est Anne-Laure Vincent qui demande est-ce qu'on sait comment est-ce que ça va évoluer dans les milliers d'années à venir? C'est par Les... rapport à la quantité des alluvions, par rapport au mouvement et justement au durcissement de ces roches du Quaternaire. Est-ce que ça va avoir une influence après? D'accord, merci. Alors, à l'heure actuelle, la topographie fait que la majeure partie de toute cette région est en léger soulèvement par rapport au niveau de la Méditerranée. C'est très difficile de prédire ça parce qu'il faudrait, pour vous répondre, il faudrait que je puisse prédire la hausse ou la baisse de la topographie de la région et que je puisse prédire la hausse ou la baisse du niveau marin de la Méditerranée. C'est un peu compliqué. Le temps que le quaternaire, déjà je peux dire un truc, le temps que le quaternaire devienne une roche durcie, etc., là, on parle de centaines de milliers, voire millions d'années, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Là, à l'heure actuelle, ce qui pourrait se passer, par exemple, c'est si le Rhône continuait à creuser son lit de manière vraiment importante, mais pour ça, il faudrait que le niveau de la Méditerranée chute. Ce qui est... Et encore une fois, l'amplitude du mouvement à l'heure actuelle, même s'il chute un peu, ou soit vous faites un niveau marin qui chute, ou vous faites des berges, on va dire, ou la terre qui monte. Et les mouvements actuels sont vraiment minimes. Donc pour l'instant, je ne vois pas d'évolution importante de ce côté-là. Parce que moi, j'avais entendu parler que justement le niveau de la Méditerranée allait quand même chuter un peu plus, de façon importante dans les années à venir, dans les milliers d'années à venir, et du coup, il y aurait un impact. Et ben moi, alors c'est vrai, c'est ce qu'on entend. J'ai vu, je vais être tout à fait franc, j'ai vu des résultats qui sont assez contradictoires. J'ai vu des résultats qui prédisaient les modélisations climatologiques, qui tentent à montrer qu'effectivement, on aurait un assèchement un peu plus important parce qu'on aurait une aridité plus importante autour de la Méditerranée. Euh, et j'ai vu aussi d'autres modélisations paléoclimatiques qui prédisent plutôt des climats plus froids pour toute la partie nord méditerranéenne et qui pourraient expliquer pourquoi les fleuves, dus à la fonte des glaciers, etc., en fait, continuent d'apporter tellement d'eau douce que pour le moment, le niveau ne devrait pas forcément baisser. Donc j'ai vraiment du mal à vous répondre. D'accord. Désolé, je ne peux pas vous donner une réponse claire sur ce qui Non, va se mais il n'y passer. a pas de J'en ai souci. pas. Il n'y a pas de souci, merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que quelqu'un veut allumer son micro pour en poser une ou pas? Je pense que on arrive peut-être au bout. En tout cas, moi, Si, j'en ai plus. si je peux peut-être juste dire, Ah j'ai oui. vu dans les personnes qui sont présentes, je vois un monsieur qui s'appelle Philippe Closon. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose. Dans la vallée du Rhône, un grand géomorphologue et un grand géologue qui a découvert cette incision des canyons, etc.,
était Georges Clauzon. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant ma thèse. Il est malheureusement décédé depuis. C'était vraiment un grand géologue et un très grand géomorphologue. Et c'est un des premiers ardents défenseurs de tout ce qui s'est passé dans la vallée du Rhône pendant ces âges messiniens et pliocènes, donc relativement récentes. Et voilà, le nom de Monsieur Clauzon m'a fait penser à ça. Je voulais juste rajouter un mot pour dire ça. Georges Clauzon, très 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 grand nom de la géologie de la vallée du Rhône. J'en profite pour lui rendre un petit hommage. C'est possible, je sais pas. Je crois que Philippe est de l'Académie de Lyon, donc ça, géographiquement, ça colle. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais intervenir. Georges Clauzon, en fait, il doit être de ma famille, mais de façon très éloignée. Je ne le connaissais pas. Moi, je suis pas ni professeur de SVT, ni géologue. Moi, je suis physicien, donc c'est quelqu'un de ma famille probablement, mais de façon, ça remonte à des générations très lointaines. Moi, on a un ancêtre commun du même endroit dans l'Ardèche. Voilà. Ah oui, oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup. On est ardéchois en Clauzon, c'est des ardéchois. Ah tout à fait de la région alors. Ouais, mais plus sur le plateau. Sur le plateau. D'accord. Ouais. Frontière avec la Lozère. Ok. Voilà. Bien, merci beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions, sauf si vous en avez un, n'hésitez pas à vous manifester. Mais s'il y en a pas d'autres, dans tous les cas, je voulais remercier très chaleureusement Damien pour cette présentation qui était vraiment très inspirante et puis très 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 pédagogique aussi. Donc je pense que même ceux qui ont peut-être sont pas tout à fait géologues ont sans doute réussi à accrocher quand même et à voir un petit peu à quoi correspondait tout ça, ce qui est parfois un peu difficile à imaginer, à visualiser. Donc oui, un grand merci Damien. C'est vraiment pas facile à visualiser tous ces trucs. Mais merci encore une fois pour l'invitation. Et merci à tous de nous avoir suivis et puis pour également les questions très intéressantes que vous avez posées. Donc un grand merci à Damien et puis à une prochaine fois peut-être Damien. Avec une plaisir. Prochaine fois également à l'ensemble des personnes présentes pour un prochain webinaire Sismo à l'école.